On va commencer avec vous aujourd'hui le cours de initiation à la médecine communautaire. Ce cours, il va comporter deux parties principalement. Une première partie donc qui concerne les principes et les bases de la médecine communautaire, de la médecine, de la santé de base, donc de la médecine préventive. Cette partie que je vais présenter moi-même. Et une deuxième partie où on va vous parler de statistiques qui sera présentée par le Dr Houda Benayet. Bien sûr, vous avez le polycopier. Les cours seront mis sous un format sonorisé sur la plateforme d'enseignement à distance de la faculté de médecine de Sfax, avec la forme aussi PDF. Le forum sur cette plateforme sera consacré aux questions que vous allez poser et auxquelles on va donc répondre. Pour commencer le premier cours, la première présentation, donc c'est une présentation qui va s'intéresser à ce qu'on appelle les concepts de la santé. Bon, les concepts de la santé, où on va parler de principes de base, de santé, de médecine communautaire, de santé de base, de tout cela. Au début, on va essayer de définir la santé. Une première vérité, on doit le dire, c'est qu'en sciences humaines et biologiques, la règle est la variabilité et non l'uniformité. Variabilité et non uniformité veut dire que dans le domaine de la médecine et de la biologie, la variabilité est une donnée essentielle. Et en médecine, la variabilité est double. Elle est une variabilité intra-sujet et une variabilité extra-sujet. La variabilité intra-sujet, on va prendre l'exemple de la glycémie, c'est que la glycémie chez la même personne, elle est variable durant les 24 heures. Et la variabilité intersujet, c'est que la glycémie, à un instant T, elle est différente d'un sujet à un autre. Donc, une notion très importante en sciences humaines et biologiques. On pourrait être tenté de dire que l'état de bonne santé est l'état de l'individu normal, alors que l'état de maladie caractériserait plutôt un individu anormal. Mais la notion de norme est difficilement applicable en sciences humaines et en sciences biologiques, vu surtout cette notion de variabilité et cette notion d'évolution et une certaine interaction avec l'environnement et l'évolution dans le temps. Pour certains, un état de bien-être serait l'absence de douleur, de maladies et de problèmes au niveau physique et psychologique, ce qui est une définition plutôt, plutôt de négative que positive. Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, psychique et social,
et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition contient des avantages. Le premier, c'est cet aspect multidimensionnel. Donc, elle parle de bien-être, elle parle de bien-être physique, psychique, social. Donc, c'est une conception plutôt positive et c'est une définition exigeante. Disons qu'elle met la barre un peu haute. Quant à ses inconvénients, cette définition, plutôt un aspect subjectif non chiffrable, ce qu'on a appelé le bien-être, et incohérent, on va le voir après. C'est une signification idéologique, utopique. Donc, plus que subjectif, elle peut être considérée comme utopique, théorique. Et surtout, l'inconvénient majeur, c'est qu'elle parle d'un caractère statique de la définition et non pas dynamique. Finalement, à défaut de définition parfaite définitive, on peut dire que la santé, c'est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, biologique, psychologique et sociale. Cet équilibre exige d'une part la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme qui sont qualitativement les mêmes pour tous les êtres humains, les besoins nutritionnels, affectifs et sociaux, et d'autre part une adaptation sans cesse remise en question de l'homme avec un environnement en perpétuelle mutation. Et c'est ça ce qui manquait à la définition de l'OMS. En définissant la santé, on définit par contradiction la maladie. Et on dit que l'homme, l'être humain, il oscille entre un état de santé plus ou moins parfait et un état de maladie plus ou moins grave. C'est ce qu'on appelle le continuum santé-maladie. Donc, on peut dire que on considère la santé et la maladie comme étant des phases liées à la capacité de l'individu de s'adapter à son environnement. Soit il va, donc, selon le graphique, être plutôt à gauche du côté de la maladie, soit il va être plutôt à droite du côté du bien-être ou de la santé, entre parenthèses, complète. Ainsi, les individus pourraient être classés dans une des 4 catégories suivantes. La première, ceux qui sont en bonne santé et se sentent en bonne santé. Là, on parle de l'objectif et du subjectif. Ceux qui sont en bonne santé, c'est l'objectif, et se sentent bien, c'est le subjectif. De la même façon, une deuxième catégorie, ceux qui sont en bonne santé, mais se sentent malades. Si on continue cette catégorisation, on va trouver ceux qui sont malades et se sentent bien, et ceux qui sont malades et se sentent malades. Cette classification est simpliste, mais elle permet d'illustrer le concept de continuum santé-maladie. Donc avec cette catégorisation, on peut imaginer, tel qu'on a vu dans le graphique du continuum santé-maladie, le fait que l'être humain peut être placé plus ou moins à gauche ou à droite. Donc ce concept, tel que pouvant être vécu et perçu par un individu donné
dans la vie de tous les jours. Venons à la maladie. On a défini la santé, maintenant on va venir à la maladie. Donc, le contraire de la santé. Si les lois régissant l'équilibre des fonctions vitales sont transgressées, on parle de maladie. Elle résulte de 3 facteurs. 1. La défaillance acquise ou héréditaire des mécanismes de défense. Exemple, un déficit immunologique ou bien un déficit en enzymes ou autre. 2. Les mauvaises habitudes de vie. Exemple, la consommation excessive d'alcool, de tabac, de graisse, la sédentarité. Et 3. Les agressions du milieu environnant. On peut parler d'inconfort de l'habitat, d'accidents de la route, d'insalubrité du milieu du travail. Donc tout cela, c'est l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de la préservation et de la restauration de la santé? Là, on a parlé de continuum santé-maladie. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle une histoire naturelle de la maladie. Donc, une maladie, comment elle va se développer, comment elle va progresser, comment, et voilà pourquoi déjà on cite la notion de continuum santé-maladie ici dans l'histoire de la maladie naturelle, l'histoire naturelle, parce que on évolue d'un état de santé normal, complet, à un état de maladie, et c'est l'histoire naturelle de la maladie. Donc il y a une altération d'un organe ou dysfonctionnement d'un système. Pour la personne, aucune perturbation de son état de santé. Donc, à ce stade-là, il y a une altération, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, mais jusqu'à maintenant, au début, la personne humaine ne détecte rien, ne sent rien. Après cette phase, l'évolution va se faire de différentes manières. Soit faire la guérison sans donner de signes cliniques, c'est ce qu'on appelle la maladie inapparente. Tel qu'on parle maintenant, actuellement, des sujets qui contractent le coronavirus et qui sont asymptomatiques et qui sont nombreux. En Tunisie, on cite 85% des sujets ayant contacté le corona. Sinon, cette maladie va s'extérioriser. On va avoir 4 possibilités. Soit l'évolution vers la guérison avec une récupération totale. Donc, elle va évoluer vers la guérison d'elle-même avec récupération totale. On parle d'histoire naturelle, sans intervention. Soit elle va évoluer vers une stabilisation permanente des troubles avec des séquelles durables. Donc, les problèmes, le dysfonctionnement ou bien l'altération, elle diminue un peu, mais elle reste, elle se stabilise, il y a une certaine adaptation de l'homme à cet état, et elle peut donner des séquelles durables. Soit une évolution vers la chronicité, c'est que la maladie persiste, existe, les signes cliniques continuent, et c'est l'évolution vers la chronicité. Soit c'est une maladie qui est donc mortelle et qui va évoluer vers la mort rapide ou à terme. Donc rapidement ou à terme, avec une certaine durée de maladie qui est reconnue pour chaque maladie.
Les actions visant à préserver ou à restaurer cet état de santé. Donc on parle de diverses interventions possibles. Si on intervient avant la survenue de l'altération ou du désordre, on appelle ça de la prévention primaire. C'est la vaccination, c'est l'assainissement du milieu physique, c'est l'éducation sanitaire. Donc ici, on va faire des actions pour éviter ce désordre, ce dysfonctionnement, cette altération. Ou bien on va intervenir après l'apparition de l'altération organique ou du désordre métabolique. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire ou dépistage. À ce stade-là, l'altération est bien présente, le désordre est bien évident, mais la personne peut ne souffrir de quoi que ce soit. Elle ne souffre de rien. Donc ici, c'est la prévention secondaire, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Là, on va dépister chez des sujets apparemment en bon état de santé, qui n'ont pas de signes cliniques, des maladies, des désordres, des dysfonctionnements, par la pratique d'examens cytologiques pour le dépistage de certains cancers, par exemple. C'est ce qu'on appelle le dépistage des cancers in situ. C'est comme pour le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein. Cela va nous permettre de traiter cette maladie à un stade précoce, donc de diminuer la durée de la maladie et d'améliorer, bien sûr, le pronostic. Une troisième intervention serait une fois que la maladie est déclarée. Donc, une fois la maladie déclarée, je vais traiter cette maladie. Pourquoi? Pour prévenir les séquelles et les récidives. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. C'est la prévention des handicaps moteurs, de la poliomyélite, par la rééducation précoce, par exemple. Donc, si on intervient avant l'apparition de l'altération biologique ou le désordre biologique, on appelle ça la prévention primaire. Le meilleur exemple, c'est la vaccination. Si on intervient après l'apparition du désordre et avant l'apparition des signes cliniques, ça, c'est le dépistage. Le meilleur exemple, c'est le dépistage des cancers, surtout du sein et du col de l'utérus. Et si on intervient après la déclaration de la maladie, c'est-à-dire que la maladie est bien là, il y a bien des signes cliniques, c'est une maladie qui parle, là, on fait de la prévention tertiaire qui n'est autre que le traitement pour éviter les séquelles. Et le meilleur exemple serait la rééducation précoce dans le cadre de la poliomyélite. On veut donc résumer un peu donc tout cela. La flèche verticale en bas de gauche, elle évolue de la santé en haut vers la mort en bas. Et on a cette flèche qui détermine en quelque sorte le continuum santé-maladie. On va évoluer de l'état de santé vers l'état de maladie et puis éventuellement la mort. La prévention primaire, pour éviter le désordre, si elle est faite, on parle de prémunition, c'est-à-dire la personne, elle est donc prémunie, elle est protégée contre ces désordres. Si on ne la fait pas, il y a possibilité d'altération et de début
d'un processus pathologique. Dans ce cas, on va arriver à la prévention secondaire ou le dépistage. Si on le fait, un dépistage doit être toujours combiné à une confirmation diagnostique. Parce qu'un test de dépistage est valorisé par deux choses, par ce qu'on appelle une sensibilité et une spécificité. La sensibilité, c'est la possibilité de détecter des malades, des vrais positifs, et la spécificité, c'est la sensibilité de détecter des non-malades, des vrais négatifs. Donc, le test de dépistage n'est jamais un test standard. Si on prend, par exemple, si on prend l'examen radiologique pour le cancer du sein, le test standard de référence serait la biopsie. L'examen radiologique serait le test de dépistage. Si on prend pour le corona, par exemple, le test de dépistage serait le PCR. Le PCR, comme vous le savez, il a une sensibilité qui n'est pas très importante. Donc, ça peut donner des faux négatifs. Donc, des gens qui sont malades et qui sont dits négatifs par le PCR. Le test de diagnostic maintenant qui existe pour le corona et qui est pratiquement plus évident que la PCR, c'est le scanner thoracique. Donc, revenons pour dire que si la prévention secondaire, le dépistage est fait, on fait la confirmation diagnostique et on fait un traitement précoce, et on doit souligner le mot précoce, parce que ça va nous faire gagner en termes de dommages, dommages aussi bien physiques que psychologiques, et en termes de durée de maladie. Si on ne le fait pas, bien sûr, là, les symptômes vont apparaître. Dans ce cas, on va passer au diagnostic. Le diagnostic, non pas le dépistage, c'est le diagnostic. S'il est fait, on va traiter et on va essayer de faire de la prévention tertiaire pour éviter les séquelles et les complications. Sinon, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Soit vers la chronicité, soit vers la mort. Donc, c'est l'évolution naturelle. On a vu la santé, la maladie, le continuum santé-maladie, l'histoire naturelle d'une maladie et quelles sont les différentes actions qu'on peut faire en termes de restauration de la santé. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé sont par définition les caractéristiques individuelles et ou collectives susceptibles d'influer directement ou indirectement sur l'état de santé d'un individu. On les dénombre 12 facteurs. 1. Le niveau de revenu et le statut social. Donc le niveau de revenu et le statut social influent bien sur l'état de santé d'un individu. Les réseaux de soutien social, c'est-à-dire là où on vit, l'environnement social, le soutien social, des associations, tout cela c'est ce qu'on appelle les réseaux de soutien social, qui peuvent influencer donc l'état de santé. 3. L'éducation et l'alphabétisme, bien sûr. Lorsqu'on est analphabète, on a plus de facteurs de risque de ne pas avoir
une bonne santé. 4, c'est l'emploi et les conditions de travail. L'emploi, c'est quoi cet emploi? Quelle est sa nature? Et quelles sont ses conditions? Parfois, un emploi, les conditions d'un emploi sont favorables à la survenue de maladies. Il y a aussi les environnements sociaux. Lorsqu'on dit les environnements sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est culture, tout ce qui est habitude, tout ce qui est donc tout cela dans la société. Et puis on a les environnements physiques. Les environnements physiques, ça peut être l'urbanisme, en milieu rural, le milieu il est rural, le milieu il est plutôt citadin. Donc tout cela, il influe aussi sur la santé. En 7, ce sont les habitudes de santé et la capacité d'adaptation personnelle. Les habitudes de santé, donc, les habitudes aussi bien les habitudes de nutrition, de vie en général, et la capacité d'adaptation de la personne à un environnement qui change. En 8, c'est le développement de la petite enfance. C'est ce qu'on a inculqué pendant notre enfance. Il est déterminant pour le reste de notre vie. Bien sûr, ne pas oublier le patrimoine biologique et génétique. Il y a bien des maladies qui ont un caractère donc génétique ou même familial. Il y a aussi les services de santé. Plus dans un pays on a ce qu'on appelle un système de santé, on va en parler dans une autre fois, plus on a un système de santé avec des services de santé qui sont nombreux et qui sont donc performants, plus la santé des individus s'améliore. Bien sûr, sans oublier le sexe. Et là, il y a toujours une différence entre les deux sexes, que ce soit dans la nature des maladies ou dans la prise en charge des malades. Et bien sûr, la culture, c'est, disons, ce qui se passe dans le cerveau. Bien sûr, ces 12 facteurs peuvent être interconnectés les uns aux autres. On peut schématiquement les classer en. Donc, première classification. Facteurs endogènes, l'âge, le sexe, le patrimoine biologique et génétique. Et les facteurs exogènes, l'éducation, l'alphabétisme, l'emploi, les conditions de travail, les environnements sociaux, etc. Ou bien, on peut les classer en niveaux. Et là, on trouve ce schéma où il y a ce schéma en éventail. Il commence en bas et au centre par un cercle rouge sur lequel va donc se connecter d'autres bandes donnant différents niveaux. Alors, le premier niveau, c'est les facteurs liés au sexe, à l'âge et à la constitution génétique et biologique. Le deuxième seraient les facteurs liés au style de vie personnel. Comportement et style de vie personnel influencés par les modèles et la collectivité. Collectivité, c'est-à-dire l'environnement en général. Et les modèles par les modèles qui, ce sont des personnes, ce sont des comportements qui constituent des modèles. Un modèle n'est pas nécessairement obligatoire, un modèle bénéfique. Ça peut être des modèles qui sont plutôt contraires à la santé. Ces modèles peuvent être favorables ou défavorables à la santé, comme on l'a dit.
Et les personnes désavantagées, lorsque la prévalence elle est plus élevée des facteurs comportementaux comme le tabagisme, alimentation médiocre, contraintes financières qui sont plus importantes pour choisir un style de vie plus sain. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est les réseaux sociaux et communautaires. Il comprend les influences sociales et collectives, la présence ou l'absence d'un soutien mutuel dans le cas de situations défavorables a des effets positifs ou négatifs, tels que des associations, des influences sociales et collectives. Sociales, donc, y a-t-il donc en quelque sorte une tendance dans la société vers l'encouragement d'un certain comportement favorable à la santé, ou non, et collective, là où il y a une certaine collaboration et soutien entre les différents membres de cette société ou communauté, pour donc soit avoir des comportements négatifs, tels que la drogue, soit des comportements positifs. Le quatrième niveau, c'est les facteurs liés aux conditions de vie et de travail. Se rapporte à l'accès au travail, l'accès aux services et aux équipements essentiels, donc eau, habitat, services de santé, nourriture, éducation, mais aussi les conditions de travail dont on a déjà parlé. Des conditions d'habitat précaires, l'exposition aux conditions de travail plus dangereuses et stressantes et un accès médiocre aux différents services, surtout les services hospitaliers, de santé et de soins, augmente les risques pour les personnes socialement désavantagées. Le cinquième niveau, c'est les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales, englobe les facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du travail, ont une incidence sur toutes les autres strates. Bien sûr, comme on a dit, il y a une interaction entre les différents facteurs. Donc là, on parle de conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Donc, bien sûr, il y a la culture, il y a l'environnement, il y a donc tout ce qui est socio-économique, les conditions du marché du travail, l'incidence surtout, la situation économique. Lorsque le pays vit une situation économique qui n'est pas satisfaisante, bien sûr, cela va avoir des conséquences sur l'état de santé des individus. Là, on va passer à une chose autre, mais qui est aussi importante, très importante. Donc, dans la définition même, on a dit que la définition de l'OMS, elle était un peu utopique, théorique, subjective. Et vous savez très bien que tout ce qui est subjectif est difficile à mesurer. Cela ne veut pas dire que la santé elle n'est pas mesurable. On doit toujours trouver dans la santé, et c'est l'aspect médical, des indicateurs, des indices, des valeurs, des grandeurs qui sont mesurables. Tout cela pour situer ou évaluer un état de santé. Donc, mesurer la santé, c'est se doter d'outils, d'indicateurs, et le mot indicateur est très important parce qu'on va le voir dans une présentation déjà faite pour les indicateurs, qui permettent l'évaluation au moins quantitative de l'état de santé. Ce sont des mesures, donc c'est en quelque sorte une quantification.
Pourquoi on mesure la santé? Cette mesure, elle peut concerner soit une personne donnée, telle que mesurer la glycémie chez une personne, soit un groupe de personnes, tel que mesurer la fréquence, ou bien l'incidence, ou bien la mortalité, ou bien la létalité du coronavirus dans une population ou une société ou une communauté. La mesure de l'état de santé d'un groupe passe par la mesure de l'état de santé individuel des membres de ce groupe, soit par une approche exhaustive de tous les membres du groupe, c'est-à-dire qu'on va mesurer tous les individus de la population, c'est l'approche exhaustive, soit par l'étude d'un échantillon représentatif. Bon, là c'est toute une partie donc qui doit être donc bien explicitée, mais ce n'est pas maintenant le contexte, seulement pour un peu donc résumer un peu cette notion d'échantillon représentatif. C'est un échantillon représentatif, c'est-à-dire c'est un échantillon qui, lorsqu'on mesure les individus qui sont dans cet échantillon, cette mesure, les chiffres qu'on va avoir, on peut les généraliser à la population. En général, un échantillon représentatif, il est déterminé par ce qu'on appelle l'aléatoire, pile ou face, la chance. Donc, c'est un échantillonnement aléatoire qui donne un échantillon représentatif. Chaque personne de la population a donc une probabilité qui est définie et non égale à 0 d'être présente dans l'échantillon. Et puis, c'est un échantillon représentatif, donc tous les résultats qu'on va avoir à partir de cet échantillon peuvent être généralisés à la population. Et comme ça, on va gagner en matière de dépenses, en matière de difficultés, parce qu'il est toujours difficile de faire une approche exhaustive. Mais il existe aussi des indicateurs globaux de santé d'un groupe qui ne passent pas par la mesure de la santé des individus. Lorsqu'on parle du PIB, le PIB c'est un indicateur global. Lorsqu'on parle du nombre de médecins par habitant, c'est un indicateur global. Donc là, ce sont des indicateurs qui ne passent pas par la mesure au niveau de chaque individu. Le concept de la santé est complexe et multidimensionnel. Chaque dimension devrait faire l'objet d'une mesure. On a vu qu'il y a plusieurs déterminants de la santé. Donc c'est multidimensionnel et c'est interactionnel et donc c'est complexe. Et chaque dimension devrait faire l'objet d'une mesure. Celle-ci est idéalement donnée par un chiffre, une variable numérique, ou par une appréciation, variable qualitative. Lorsqu'on dit âge, c'est une variable quantitative, numérique. Lorsqu'on dit sexe, c'est une variable qualitative. Et on va voir ces notions d'une manière plus nette et plus détaillée dans la partie statistique. Qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie? L'épidémiologie est la discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines, leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l'espace, ainsi que les facteurs influents sur la santé et les maladies de population. Donc, la notion de mesure dont on a parlé, c'est une notion qui est faite,
qui est réalisé par l'épidémiologie. Et bien sûr, on va voir après, vous allez voir avec nous la statistique. L'épidémiologie utilise l'outil statistique pour faire ces différentes mesures et pour donner les différents résultats. L'étude de la répartition et des déterminants des événements de santé sert de fondement à la logique des interventions faites dans l'intérêt de la santé publique et de la médecine préventive. Alors, je m'explique. Cette mesure, ces différentes mesures qui vont donner une certaine répartition des déterminants, des événements, des différents facteurs biologiques et médicaux dans une communauté ou dans une population, c'est essentiel pour le choix des interventions et la décision. Parce que pour traiter un problème, premièrement, on n'a pas un seul problème, on en a plusieurs. Donc, il faut prioriser chaque problème. On va dire que maintenant, le coronavirus, c'est la première priorité de soins. Il y en a d'autres maladies. Deuxièmement, pour le même problème, on a donc différentes possibilités d'action. Et donc, on doit de la même façon les prioriser pour voir l'action qui est la moins coûteuse et la plus efficace. Et donc, ça va nous aider dans le choix, dans la priorisation, dans le choix et dans la décision. Et ça, c'est très important, donc, en santé publique et en médecine préventive. On ne peut pas parler de santé, et on ne peut pas parler de mesures, et on ne peut pas parler d'épidémiologie, et on ne peut pas parler de santé des populations, sans parler de santé publique. La définition serait la suivante. La santé publique est une stratégie, un mode de réflexion, un mode d'action qui mobilise des moyens et des techniques. Bien sûr, les moyens, ce sont des moyens humains, personnels donc, et des moyens, des moyens financiers et des techniques fondées sur des connaissances. Alors, lorsqu'on dit connaissance, c'est l'épidémiologie, c'est la mesure, et destinées à protéger, maintenir et développer le niveau de santé des populations. Ces trois mots peuvent rimer un peu. Protéger, c'est la prévention primaire. Maintenir, c'est la secondaire ou le dépistage. Développer, c'est plutôt, je dis que protéger, disons que c'est la prévention avec ces trois dimensions, c'est-à-dire primaire, secondaire et tertiaire. Maintenir maintenant, c'est au niveau de la population, comment on maintient un certain état bénéfique pour la santé. Et développer, essayer d'améliorer l'état de santé des populations. Lorsque j'ai dit que protéger, c'est primaire, c'est la prévention primaire, c'est pas uniquement ça. Protéger, c'est la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Maintenir, bien sûr, c'est donc maintien un état de santé qui est satisfaisant, et développer, c'est aller vers le mieux. En termes de santé publique, l'OMS, en 1985, on a défini les objectifs en 4 propositions. Premièrement, puisqu'on parle de population, assurer l'égalité dans la santé en réduisant les disparités sanitaires.
évident. C'est l'égalité des personnes, donc, dans l'acquisition ou dans les chances d'avoir un état de santé satisfaisant. Ajouter de la vie aux années, c'est-à-dire tout simplement assurer la plénitude physique et psychique, donc optimale. Ajouter de la santé à la vie. Donc, de la santé à la vie en diminuant la morbidité et l'incapacité. Et ajouter des années à la vie en luttant contre la mort prématurée. Bien sûr, quand on dit mort prématurée, c'est ce qui caractérise les pays du tiers-monde. Parce que dans les pays en voie de développement, certains pays en voie de développement et ce qu'on appelle les pays en voie de développement, ils ne sont pas tous de la même, disons, ils n'ont pas les mêmes, des mêmes caractéristiques. Donc, certains pays en voie de développement et les pays développés, en général, la mort prématurée, elle est bien donc évitée. Comme la notion de santé publique, on va voir la notion de soins de santé de base. Donc la santé publique, c'est principalement une question de population. Soins de santé de base conçus par l'OMS en 1978 pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. On peut dire que c'est la base ou bien les bases de soins en santé. Ce sont des soins de santé essentiels, universellement accessibles à tous les individus. Donc universellement accessible, il y a une notion d'équité, d'égalité, et à toutes les familles de la communauté, par des moyens qui leur sont acceptables. Lorsqu'on dit acceptable financièrement, donc sur le plan coût, acceptable sur le plan culturel, avec leur pleine participation. Donc ils participent, ils sont invités à participer à cet accès à ces soins qui sont à l'accessibilité à ces soins, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la communauté et le pays. Là, il y a donc le mariage entre les décideurs et les personnes cibles. Donc il y a une certaine collaboration entre les deux pour que toutes les personnes aient de la même façon l'accès à ces soins essentiels, donc d'une manière acceptable, d'une manière participative et bien sûr un coût abordable pour la communauté et les pays. Là on parle de gouvernance. Bien sûr, bien qu'on peut dire que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et on va parler on va faire un cours sur l'économie de santé. 3 éléments se dégagent de cette définition. 1. Actions et activités organisées dans la communauté et bénéficiant d'un appui intersectoriel. Donc il y a l'intersectoriel, des activités et des actions qui sont organisées dans une communauté avec plusieurs secteurs qui interviennent. Des services accessibles à la population investis de 3 missions. Prestation de soins, appui et orientation de cours. Prestation de soins, c'est donner les soins. Appui, c'est donc améliorer, faire de sorte que
ces prestations soient appuyées de différentes manières. Et orientation de cours, avoir un certain organigramme dans toute cette organisation qui va faciliter aux sujets, aux malades, aux personnes d'être orientés pour donc être servis, pour recourir à quelque chose. Et en 3, les agents de santé jouant le rôle de trait d'union entre les structures et la communauté, et c'est de cela qu'on a déjà parlé. Alors le contenu des soins de santé de base serait une éducation concernant les problèmes de santé et les méthodes de prévention et de lutte, et ça c'est très important, parce qu'on dit que, on a parlé de participation, donc participation, c'est-à-dire elle ne peut pas être assurée si on n'assure pas une éducation pour la santé qui est bien menée. Une promotion des bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, promotion, un encouragement, des décisions et des conduites qui pourraient favoriser ces bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, l'approvisionnement en eau saine et mesures d'assainissement, évident, la protection maternelle et infantile, c'est la planification familiale. En 4, la protection la vaccination. En 5, la vaccination. En 6, la prévention et le contrôle des endémies. Alors, quelle est la différence entre endémie et épidémie? Lorsqu'on parle de coronavirus, on parle d'épidémie. Cette épidémie, lorsqu'elle touche tout le monde, toute la planète, et on parle de pandémie. Une épidémie ou une pandémie est caractérisée par une courbe. On parle souvent ces jours-ci, est-ce qu'on a atteint le pic? Eh bien, une épidémie, elle évolue selon une courbe où il y a une phase ascendante, puis une phase descendante. Entre les deux peut exister un petit plateau, un plateau temporel. Pour les endémies, ce n'est pas la même chose. Donc les épidémies, exemple le corona, le Covid-19. Pour les endémies, c'est une maladie qui sévit, qui existe dans une population selon une courbe plate. Il n'y a pas d'augmentation ou de diminution. Elle est toujours avec les mêmes mesures donc de fréquence. C'est comme la tuberculose. Elle existe depuis longtemps. Si on fait des mesures de traitement et de tout cela, elle diminue un peu, mais elle évolue toujours selon une courbe qui est plate, qui est horizontale. Bien sûr, entre les deux, il y a ce qu'on appelle les endémo-épidémies. Il y a des maladies qui sont sous un mode, donc un mode horizontal, et parfois, il y a des pics épidémiques. En 7, le traitement des maladies courantes, évident. En 8, la fourniture rationnelle des médicaments. Et là, en Tunisie, on en parle souvent ces jours-ci, puisque c'est un facteur qui est défaillant, plus ou moins défaillant de nos jours. Si on va parler
comment on passe de la médecine curative à la médecine communautaire et la santé publique? Lorsqu'on dit médecine curative, principalement une médecine individuelle. C'est un malade qui va consulter un médecin à son bureau. C'est un peu différent de ce qu'on appelle la médecine communautaire et la santé publique. La santé publique qui s'applique à la population, comme on l'a vu, et la médecine communautaire qui s'applique à une communauté. En médecine curative, le patient est le centre d'intérêt du médecin. Le souci majeur du médecin, c'est restaurer la santé de son patient. Donc, c'est ça son souci majeur. En médecine communautaire, on s'intéresse plutôt à la population, à la communauté. Donc, on va mesurer les effets et par suite les impacts. Les effets, c'est les conséquences à court et à moyen terme, si vous voulez. Et les impacts, c'est les conséquences à long terme. Schématiquement, on représente les différences entre médecine curative et médecine communautaire comme suit. Alors ici, on a à gauche différents titres: stratégie, population, intervention, résultat, approche. Et horizontalement, en haut, disons, c'est un tableau, tel que pour chaque titre, on a différentes nominations pour un axe de temps qui est en jaune, qui est tout à fait c'est un axe, non pas de temps, c'est un axe qui représente l'évolution de la médecine individuelle vers la médecine communautaire, comme vous le voyez dans l'échelle jaune, dans la flèche jaune qui est en bas. Pour la stratégie, dans la médecine individuelle, on parle de restauration. Dans la médecine communautaire, on parle de promotion. Je suis en train de lire la première ligne pour le titre stratégie. Donc, pour la médecine individuelle, c'est la restauration de la santé. Pour la médecine communautaire, c'est la promotion de la santé. Et entre les deux, il y a la protection. En général, en médecine individuelle, on restaure, c'est-à-dire on a affaire à des malades. Dans la population, on ne parle pas de malades, puisque c'est toute la population, il y a des malades et des non-malades, donc on parle de promotion. Entre les deux, c'est la protection qui est intermédiaire. Je vais faire le même raisonnement pour les autres titres, titres ou chapitres. Pour la population, en médecine individuelle, c'est le malade. En médecine communautaire, c'est la population. Et entre les deux, ce seraient les patients à risque ou les groupes à risque. Les groupes à risque, je dirais que les sujets qui fument sont des groupes à risque pour le cancer du poumon. Bien sûr, toute la population, elle peut être à risque pour plusieurs maladies ou plusieurs états de santé négatifs. Passons à l'intervention. Pour l'individuel, elle est sélective. Elle concerne uniquement l'individu. Pour la communautaire, elle est universelle. Et entre les deux, on parle d'une prévention indiquée, primaire, secondaire ou tertiaire. Pour le résultat, pour l'individuel, on parle de produit. Pour le communautaire, on parle d'impact. Impact, c'est lointain. Produit, c'est un peu à court terme. Et on parle d'effet comme un état
intermédiaire. Enfin, on va parler du profil du médecin, disons 7 étoiles, qui, donc, pour lequel on exige cette qualité. La première, c'est d'être un expert médical. Un expert, c'est quelqu'un donc, auquel on a recours pour un avis dans une spécialité ou un domaine donné. Deux, ça doit être un communicateur. La communication, c'est une science, c'est un apprentissage qui doit normalement être enseigné dans toutes les spécialités universitaires ou branches universitaires, puisqu'elle intéresse toutes ces branches et toutes les professions. Cependant, elle n'est pas donc enseignée, par exemple en médecine, elle est importante, elle n'est pas enseignée. Bien sûr, il doit être communicateur, c'est-à-dire communiquer avec les patients, avec ses collègues. Donc la communication, elle est importante dans la profession médicale. Troisièmement, il doit être un collaborateur. Et on sait très bien que la médecine et la fonction médicale et la profession médicale exigent la collaboration dans toutes ces branches, dans toutes ces spécialités, collaboration intra-équipe, collaboration inter-équipe. Donc, cette notion de collaboration est importante. En 4, ça doit être un gestionnaire, un bon gestionnaire. Gestion aussi bien du temps que des malades, que de l'argent, donc ça doit être un bon gestionnaire que aussi de ces actions, de ces différentes interventions. En 5, donc ça doit être un promoteur de la santé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui encourage, facilite et donc tend à, disons, faire la publicité en quelque sorte des comportements et des actions qui favorisent la santé. En 6, il doit être un érudit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des connaissances approfondies. Et en 7, il doit être un professionnel, c'est-à-dire qui exerce avec compétence. On a fini pour aujourd'hui et je vous remercie.